Chers téléspectateurs de Canal Éducation, nous sommes heureux de vous retrouver pour continuer l'échange que nous avons eu avec M. Faye, échange qui porte sur les différentes réformes pédagogiques à travers les lois d'orientation de l'éducation nationale. Nous avions abordé la première période, alors qui consistait à compulser un peu ce qu'on a appelé l'africanisation des programmes. Pour ce deuxième entretien, nous allons voir comment l'école a su se comporter en ce qu'on appelait la crise et la résilience. Parce que vous savez tous que 1980 marque un tournant important dans notre pays. Le président Senghor, à la faveur de l'article 35, alors avait désigné Abdou Diouf comme son successeur à la tête de l'État. Mais c'est un contexte aussi particulier parce que du point de vue économique et social, il y a eu beaucoup de problèmes. Au plan économique, nous avons assisté à ce qu'on a appelé la mise en place du PREF, le programme de redressement économique et financier, parce qu'on avait déjà vu les premiers signes de l'État-providence alors péricliter. Nous le verrons d'ailleurs tout au cours des années 80, le concept moins d'État, mieux d'État qui était véritablement théorisé pour simplement faire face à l'austérité. Au plan politique aussi, nous sommes passés de ce qu'on pourrait appeler peut-être le multipartisme idéologique au multipartisme intégral. Donc, la formule consacrée à Abdou Diouf, au plan social, il y a eu beaucoup de remous. Il y a une activité syndicale sans précédent parce que le contexte aussi l'exigeait. Il y a eu des grèves, il y a eu de ce qu'on appelait aussi, qui était une pratique courante dans le système, les mutations disciplinaires. Tout cela donc faisait qu'il y avait un cocktail déjà qui était en place. Mais parler de l'école, surtout des réformes, nous rappelle aussi des événements. Monsieur Faye, ce 13 mai 1980, en tant qu'éphéméride, qu'est-ce que ça vous rappelle? 13 mai 80, nous sommes aujourd'hui 13 mai 2026. Ah oui, 13 mai 80, c'était la grève du Sud-Est. C'était une grève d'avertissement de 24 heures seulement. Mais puisque le mouvement Sud-Est était considéré comme un mouvement de subversif et de révolutionnaire, comme le disaient certains, la date du 13 mai a été une date restée historique. Et nous pouvons dire même que c'est à partir de la grève du 13 mai 80 que le processus de mise à jour a été enclenché et le gouvernement, plus tard, avec Abdou Diouf, va convoquer ce qu'on a appelé les États généraux de l'éducation. Mais 13 mai 80, donc, nous ramène un peu à une lutte syndicale qui avait une plateforme revendicative très importante. Et parmi les points de cette plateforme revendicative, il y avait l'école en tant que cadre de vie et d'études qui devait voir ses conditions améliorées. Mais il y avait également les conditions de travail des enseignants, leur carrière et une panoplie de problèmes
qui finalement posait la question de comment passer d'une école à partir de la loi 71-36, une école démocratique comme on le voulait, une école de base élargie avec une correction des disparités, un élargissement du réseau et une démocratisation des enseignements et de l'accès à une école qui devait respecter les principes fondamentaux de la bataille syndicale de l'époque. Oui, très bien. 71-36, donc on qualifie cette loi de loi alibi pour Senghor, de loi affichage, parce que tout simplement, il fallait négocier ce virage, né des contestations de 68 et autres. Oui. Alors, mais est-ce qu'on peut rapidement revenir pour voir réellement ce que cette loi d'orientation voulait corriger rapidement? Oui, la loi d'orientation a voulu corriger, comme je l'ai dit, des disparités, mais aussi régler des problèmes d'injustice au niveau de l'éducation. Il y avait beaucoup de revendications, notamment le relèvement du point indiciaire, mais aussi les indemnités de logement ne concernaient que l'école élémentaire. Mais je voudrais revenir un peu sur la naissance du Sud-Est. Au lendemain de la dissolution du SES, syndicat d'enseignement des enseignants du Sénégal, des partis politiques, il y avait la montée de ce qu'on a appelé la participation responsable, bon, avec la CNTS et les syndicats d'enseignants, le CIPROS et le SNELS, qui étaient affiliés à cette centrale. On n'a pas eu de revendication au vrai sens du mot. Il y avait sur le plan syndical et des bonnes volontés se sont levées pour appeler les enseignants à se réunir autour d'un mouvement syndical qu'ils ont appelé Syndicat unique des enseignants du Sénégal en 1976. Donc de 72 à 76, il n'y avait plus de syndicats qui revendiquent, mais il y avait plutôt des syndicats de participation responsable. Alors, quand le Sud-Est est né, il y a eu des problèmes. On a été les membres du Sud-Est, les militants du Sud-Est, pour la plupart étaient dans des partis clandestins à l'époque, parce que les gens n'avaient pas ouvert le multipartisme. On en était encore au parti État. Et beaucoup ont dit que le Sud-Est était le nid des subversifs, des révolutionnaires et consorts. On a été mal apprécié par les autorités. Mais le syndicat s'est levé et pendant 4 ans, on a préparé cette grève. Il fallait y aller et montrer qu'il existait encore une catégorie d'enseignants qui voulaient réparer certaines injustices. C'est ainsi que le Sud-Est est né et la grève de 80 a été un succès.
Oui, un succès total, vraiment massivement suivi par les enseignants. Mais il s'en est suivi des répressions et on a même vu des radiations d'enseignants après le conseil de discipline. Fait un mécontentement général, mais également ça a créé une atmosphère délétère, une atmosphère très tendue. Et quand Abdou Diouf est venu comme président en 80, il a aussitôt appelé, il a convoqué les États généraux de l'éducation. D'abord, c'était certainement pour décrisper la situation, l'atmosphère, mais également pour amener les enseignants à exprimer librement leur point de vue, amener toute la population qui était représentée à participer à ces assises. Oui, à ces assises. Très bien, je crois que vous avez campé donc, le décor. Voilà, Abdou Diouf, donc, pour décrisper, donc, avait voulu donc, convoquer ces États généraux. Et donc, il en est le commanditaire. Maintenant, quels étaient ses objectifs, ses conclusions et toutes ses recommandations, ces États généraux? Et oui. La période, ça s'est tenu quand? Les États généraux se sont tenus du 28 au 31 janvier 1981. Et le commanditaire était le président de la République lui-même. La situation devait être décrispée et il fallait trouver un modèle d'école. Il fallait aller vers un système éducatif revendiqué par les enseignants, mais il fallait voir la possibilité d'aller vers cette école. Il fallait faire un diagnostic sans complaisance de l'école. Trouver les mots de l'école, mais arriver aussi à proposer des remèdes. Et donc c'est une réflexion intellectuelle. Il a fallu donc regrouper tous les intellectuels de ce pays, pas seulement les enseignants, mais tous ceux qui devaient participer au développement du pays ont été représentés. Même les familles religieuses étaient représentées. Aux États généraux, même le calife général des Tidjanes était là, Mam Abdou. Et ce jour-là a été un jour extraordinaire. Le calife général des Mourides avait envoyé son émissaire. Et il y avait beaucoup de partis, comment dirais-je, beaucoup d'associations et d'organisations qui étaient présentes. Oui. Alors, il y a eu des conclusions, on reviendra là-dessus, oui. Mais disons qu'à partir de la plénière du 28, on a tout de suite mis en place des commissions qui devaient travailler. Il y avait 3 commissions, une commission sur les finalités et les buts, une commission sur les moyens de l'éducation et une commission sur le personnel enseignant. Et les rapports de ces commissions ont été adoptés à la fin des travaux. Les travaux ont duré 3 jours. Oui, du 28 au 31. Et les rapports étaient adoptés. Et c'est maintenant à partir de ces rapports qu'il fallait confier des tâches à la Commission nationale de réforme qui sera mise en place très tôt. Et les travaux ont débuté en août 81.
Très bien. Donc, c'est une grande messe de l'école sénégalaise, Oui. avec la représentation donc d'organisations, d'associations, etc. Je disais donc que la particularité, en tout cas, c'est qu'au-delà des confréries dominantes dans ce pays, on a vu l'émergence d'une association, UPIS, Union pour le progrès islamique du Sénégal, mais qui a fait un vibrant plaidoyer pour que la dimension arabo-islamique de l'arabe alors puisse être prise en compte comme le Wolof en tant que langue de culture. Et on a vu d'ailleurs dans les conclusions, en tout cas, que ce plaidoyer avait été en partie pris en compte. De ces assises, donc, est né un concept, l'école nouvelle, Oui. et non une nouvelle école. Mais est-ce que vous pouvez revenir un peu sur la nuance, en tout cas, ou bien sur ces deux formulations? Pourquoi l'école nouvelle et non une nouvelle école? Parce que l'école nouvelle, on dirait que c'est une nouvelle école qu'on veut installer. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ces formulations-là, ces nuances? Oui, je crois que le terme est sorti dans les travaux de commission. On a eu à parler d'une éducation nouvelle. Et une éducation nouvelle devait prendre forme dans une école nouvelle. Je crois que la bataille sémantique n'était pas... je ne l'ai pas tellement maîtrisée, mais école nouvelle et nouvelle école, c'est l'école qui renaît et devient une école nouvelle. Mais nouvelle école serait peut-être une invention qui ne partirait de rien, ou bien qui serait peut-être importée. Non, on a dit école nouvelle, parce que c'est l'école qui était là qui continue à subir des modifications, à accepter des réformes et des décisions qui permettraient d'aller vers l'école qui sera caractérisée comme une école nationale, démocratique et populaire, et c'était la revendication. Oui, pour certains, pour ajouter à ce que vous dites, oui, l'école nouvelle n'est rien d'autre qu'une nouvelle loi. Et oui, que, contrairement à la loi 71-36, ici, on budgétise, on dégage les moyens à travers les commissions, vous l'avez dit tout à l'heure, oui, on va aller vers sa concrétisation. Alors que pour éviter des slogans politiques creux comme ça a été le cas, à chaque fois qu'il y a un nouveau régime, quand il y a tension, on parle d'une nouvelle école. Donc je crois que l'école nouvelle veut créer une nouvelle école. En tant que sur le jeu sémantique, alors l'école nouvelle veut créer une nouvelle école. Mais on évite le slogan politique nouvelle école, comme ça a été le cas avec la loi 71-36. Mais maintenant, dans ces assises, vous avez tout à l'heure nommé alors la Commission nationale de réforme, la CNRF. Quel a été véritablement son rôle? Je rappelle que ça a été créé donc par le décret 81-789 du 23 juillet 1982. Quelle a été précisément sa mission? Parce qu'apparemment, ça a été une mission clé. Oui. Et c'était sous la direction de qui? Oui, l'école, la Commission nationale de réforme de l'éducation et de la formation est née aussitôt après les assises des États généraux. Et elle était chargée d'étudier pour voir les voies et moyens à emprunter pour aller vers la concrétisation de l'ensemble des idées, de l'essentiel des idées qui étaient retenues dans les rapports des commissions qui se sont réunies pendant 3 jours. Et comme vous le rappelez, c'est le décret 81-879 du 23 juillet 1983, ou 81 plutôt, qui a créé cet outil. Et la commission était composée de 4 sous-commissions, on peut dire, parce qu'il
qui s'appelle Commission nationale de réforme, ce qui était là-dedans comme composante, on avait 4 sous-commissions techniques. La première, devait s'occuper des moyens et devait réfléchir pour voir les moyens, comment les utiliser, mais aussi comment les mobiliser. La politique, la deuxième, c'était la politique du système. C'était presque la philosophie qui devait sous-tendre cette école. La troisième commission ou sous-commission était chargée de réfléchir sur le personnel. Et la quatrième commission devait travailler sur l'enseignement supérieur. Ces commissions se sont réunies pendant des années, disons 3 ans, 4 ans, parce qu'ils ont déposé leur conclusion en 84. Et à partir de 84, on a commencé à réfléchir sur les textes, de nouveaux textes. Et dans la commission de la réforme, parmi les recommandations, il y avait la promulgation d'une loi d'orientation. Et c'est cette loi d'orientation qui va naître en 91. Et elle remplacera la loi 71 36. 36. Oui. Très bien. Je crois que donc, ce qu'on retient comme recommandation fondamentale, c'est donc la promulgation d'une nouvelle loi d'orientation. Oui. Mais souvent, quand on parle d'école nouvelle, on pense surtout à un acteur majeur, Feu Iba Der Thiam. Oui. Mais pourquoi cela lui était collé comme ça à la peau? Oui, Feu Iba Der Thiam a dirigé de main de maître les travaux des États généraux de l'éducation et de la formation. Et il a été nommé par la suite comme ministre, mais en 80, aux États généraux, il n'était pas encore ministre. Le ministre s'appelait Abdelkader Fall. Iba Der est venu et a participé activement aux travaux des États généraux, aux côtés des syndicalistes comme Mamadou Ndoye, Feu Maguette Thiam et consorts. C'était les dirigeants. Abdoulaye Bathily et beaucoup d'autres, et tant d'autres. Oui. Voilà, ils ont pu quand même responsabiliser Iba Der Thiam, devenu ministre de l'Éducation, et qui était chargé d'appliquer, disons, les conclusions des États généraux. Il a travaillé, il a surveillé le travail de la commission de réforme, bien que cette commission soit autonome et libre de toute décision, parce qu'il s'est posé même à un certain moment un problème de tutelle. On se demandait, cette commission travaillait sous quelle tutelle? Mais c'était pour lui permettre d'exprimer librement ses opinions. Et quand on a déposé les conclusions, il fallait aller vers la loi d'orientation, qui a été parmi les lois que nous connaissons, la loi, disons, la mieux rédigée. En tout cas, c'est un texte
très bien fait. Il était difficile de trouver des failles. Bon, mais malheureusement... On va y revenir. Oui, oui. Très bien. Donc, l'école nouvelle, donc, le rôle joué par Ibader. Donc, on sait que dans les conclusions des États généraux, alors Abdou Diouf avait dit, je n'y change aucune virgule, je la promulgue comme telle. Mais dans ses recommandations, comme du reste en 71-36, la dimension des langues est revenue. Oui. Et les gens l'ont encore davantage exprimé avec force. Et maintenant, le lien, c'est de voir, mais quel a été justement le rôle de l'INEAD, qui est l'Institut national d'études et d'action pour le développement de l'éducation, qui a été créé par le décret 73-166 du 20 janvier 1973, et qui, dont on dit, est issu de l'Institut pédagogique de développement scolaire, IPDS. Oui. Quel a été justement le rôle de cet institut dans le cadre de la confession, des manuels et autres démarches? L'INEAD était vraiment sollicité pour la mise en œuvre des conclusions des États généraux de l'éducation et de la formation. L'INEAD était chargé de, comme son nom l'indique, d'études et surtout d'action. C'est l'INEAD qui devait concevoir les manuels. C'est l'INEAD qui devait surveiller, veiller à l'application de certaines décisions prises par le ministère de l'Éducation. C'est l'INEAD aussi qui abritait un peu les langues nationales. On avait créé un bureau à l'INEAD pour s'occuper des langues nationales, parce que l'institut qui devait s'en occuper n'était pas créé, ou si elle était créée, elle n'était pas fonctionnelle. Et c'est comme ça qu'au sein de l'INEAD, on a réfléchi même aux réformes sur l'enseignement religieux, sur l'utilisation des langues nationales, les langues nationales comme langue d'enseignement. Alors, mais ça n'a pas abouti. Jusqu'ici, nous sommes dans une situation d'enseignement en français. Oui, je crois que c'est vrai, nous sommes toujours d'enseignement en français, parce que cette question d'ailleurs a été agitée lors des États généraux. Par exemple, pour le clergé catholique, les écoles privées, l'enracinement, c'est vrai, c'est fondamental, mais avec le français. Parce qu'on ne voulait pas aussi, leur crainte c'était de déprécier un peu le niveau des enseignements, surtout à travers les examens en vue, etc. Mais on ne comprend pas aussi souvent, on a comme l'impression qu'on avait mis aussi les charrues avant les bœufs. Parce qu'il n'y avait pas aussi un personnel qualifié, en tout cas en masse critique, pour s'occuper, n'est-ce pas, des contenus en langue maternelle, parce qu'il y en avait 3. Ça aussi, pour certains, c'est peut-être l'une des raisons de l'échec de l'introduction des langues maternelles, comme le Wolof, le Sérère et le Pulaar. Surtout qu'il y avait aussi plus de 50 000 enseignants à former. Là aussi, est-ce que vous partagez cette analyse? Je crois que quand on veut une chose, on doit créer les conditions et accepter des sacrifices pour aller vers la réalisation de cette chose. Les langues nationales comme langue d'enseignement, c'était pas une utopie. Hein. Il fallait mettre les moyens et encourager certaines initiatives, les encadrer, accompagner pour aller vers des succès. Mais je crois que c'est ce qui est vrai. Les gens parlent des langues nationales, mais n'y croient pas.
on a pendant longtemps parlé d'enseignement à partir de nos langues, mais on pose des difficultés. On se demande comment le faire. Le personnel n'est pas formé, les gens ne sont pas... Mais c'est vrai, mais il faut aller vers la formation. Tout simplement, il fallait former les gens, et les enseignants, et faire l'effort d'avoir le programme et d'appliquer. Oui, en fait, c'est vrai, on parle souvent de volonté. Mais je crois que aussi, on dit souvent, le Wolof parlé par exemple, n'est pas forcément le Wolof écrit et scolaire. Oui, nous sommes d'accord. Et qu'il faut forcément des ressources. Au-delà maintenant, on dit qu'aussi Senghor, on parle de cette volonté politique, voulait l'enracinement, c'est vrai, mais sans le Wolof comme, en quoi les langues maternelles d'alors comme langue d'enseignement. Ça aussi, c'est juste une esquive pour aller, n'est-ce pas, dans le sens de tromper son monde et, n'est-ce pas, de continuer avec, n'est-ce pas, ses convictions, c'est-à-dire que le français comme médium d'enseignement. Oui, en tout cas, moi, la réflexion que je fais, c'est que les gens, je dis les gens en général parce que je ne veux pas citer comme ça, mais la plupart des Sénégalais préfèrent la langue française comme langue d'enseignement, langue de travail. Et généralement, ils se disent que c'est presque peine perdue que de vouloir recommencer, et essayer d'avoir une alternative. Une alternative. L'inconnu fait peur. Oui, ils ont peur. Les gens ont peur et veulent rester dans le statu quo. Dans le statu quo. Très bien. Je crois que c'est un débat. Sincèrement, moi oui, votre conviction est. C'est comme ça que je prends les choses. Très bien. Oui. Très bien. Donc, on va revenir donc sur les États généraux. Vous parliez tout à l'heure, vous esquissiez déjà un peu son influence alors sur la loi d'orientation 91-22. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur ces influences? Oui. C'est donc d'abord une recommandation au niveau de la commission numéro 2 qui s'occupait de la politique éducative, qu'on avait demandé de créer les conditions de travail, mais à partir de textes, les conditions d'études, à partir de textes, et c'est ce qui a donné naissance à cette loi d'orientation. La loi d'orientation 91-22 du 16 février 1991. Elle a connu beaucoup de succès dès qu'on l'a adoptée, et le travail de familiarisation avec cette loi était entamé au niveau des centres de tous les centres de formation d'instituteurs, mais aussi au niveau de l'école normale supérieure. On en parlait beaucoup. Et c'est cette loi qui a mené vers les réformes curriculaires que nous avons connues avec sous Mamadou Ndoye, l'éducation de base. L'éducation de base avait donc commencé ce travail de réflexion pour un curriculum de l'éducation de base. Et le travail a été fait pendant des mois et des mois. Les gens ont réfléchi et on est arrivé à ce qu'on a appelé le livret, qui contenait et les horaires et les programmes.
le livret qui a organisé l'espace et le temps scolaire, mais aussi les contenus d'enseignement à partir de ce qu'on a appelé l'approche par les compétences. Mais on pourra revenir là-dessus. Très bien. Très bien. Vous, en tant qu'homme du système, et vous avez aussi le privilège d'être producteur pédagogique, il paraît qu'il y a des expériences d'école à travers le Sénégal où la langue maternelle, en tout cas selon les zones, où les locuteurs sont dominants, ces langues-là ont été introduites et on a eu beaucoup de succès. Est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur ces expériences et ça peut coïncider avec quelle période avant d'entrer véritablement en profondeur dans cette loi 91-22? On fait un retour en arrière pour parler des classes expérimentales, télévisuelles et non télévisuelles. Les classes expérimentales Wolof Serer et Polar. Bon, on avait ouvert des classes où l'expérimentation de l'enseignement à partir des langues a donné satisfaction à un certain nombre de parents et d'élèves, mais c'est une expérience qui peut-être n'a pas été évaluée correctement pour aller vers une généralisation. Il y a eu un arrêt et après on a repris. Aujourd'hui on parle d'enseignement bilingue, quelque part même trilingue. Et c'est comme si ce qu'on avait fait au départ n'a pas tellement influencé positivement ce qui est actuellement en train de se faire. Mais ça a donné un peu de courage à ceux qui voulaient se lancer dans l'utilisation des langues nationales. Oui, on a eu, à travers le Sénégal, dans quelle zone, par exemple, où on avait ces expériences-là? Oui, pour ce qui était de l'enseignement télévisuel que je connaissais, il y avait 10 classes ouvertes. Hein. Et en général, c'était à côté d'écoles d'application ou dans des écoles d'application de formation d'instituteurs. D'abord Mbour, avec mon aîné, Pape Madefal Gueye, qui a fait un bon travail là-bas et qui d'ailleurs est devenu finalement directeur de l'alphabétisation et des langues nationales. Il y avait également Thiès, avec l'école normale Germaine Le Goff, il y avait une classe. Il y avait une classe à Diakhao, à Thiès. Il y avait, ça donc a servi comme classe d'application aux élèves maîtres du CFP et du CFPS. Il y avait l'école normale Germaine Le Goff. Et il y avait une classe à Saint-Louis, une classe à l'école d'application de l'école normale de Saint-Louis. Il y a une classe à Bambey. Il y avait une classe à Pout. Donc, finalement, beaucoup de classes de français, de Wolof. Bon, en Serer, il y avait dans le Sine, surtout à Diarer, l'école de Diarer, tout le monde en parlait. Quelque part, à Pékin, il y avait aussi une école, une classe. En Polar, il y avait une classe au Fouta. Je n'arrive plus à situer exactement le lieu. La localité. Oui. Très bien. Donc, mais c'était en quelle période? Dans les années 78? Ça, c'est dans les années 78, 83, jusqu'en 83, 84.
C'était en cours déjà. Oui, c'était en cours. Et puis ça a donné des résultats. Ça a donné des résultats, mais comme on l'a dit, les résultats étaient mitigés. Hein. Il n'y avait pas de très bons résultats au premier bond. À l'entrée en 6e, ils ont été testés. Et puisque c'était un concours, il est évident que ceux qui ont fait 6 ans de français devaient damer le pion à ceux qui n'ont fait que 3 ans. C'est ce qui a posé problème pour les premiers résultats. Mais quand ils ont repris le CM2, il faut dire que c'est des élèves qui, puisqu'ils étaient en expérimentation, il n'y avait pas de redoublement. On les a laissés passer tous du CI au CM2. Mais quand ils ont redoublé, en reprenant l'entrée en 6e, ils ont fait d'excellents résultats. En tout cas, sur ce plateau, sur cette antenne, le directeur, le président, n'est-ce pas, de l'Académie des sciences en parlait. Oui. Et que tous ces élèves-là, finalement, ont eu un profil scientifique. Absolument. Et il en connaît, d'ailleurs, et je crois qu'ils étaient même en train de s'organiser pour créer une association, en tout cas pour montrer un peu le succès de cette expérience. Oui. Nous le souhaitons vivement. Alors, maintenant, quelle est la portée de cette loi 91-22, sa portée générale? C'est une loi qui compte 23 articles et, disons, 7 chapitres. Et c'est une loi très bien rédigée qui nous dit au début que cette loi remplace la loi 111-36 et a pour mission d'élever le niveau culturel de la nation, de former des hommes et des femmes libres, capables de créer les conditions de leur épanouissement à tous les niveaux, de contribuer au développement des sciences et de la technique et d'apporter des solutions efficaces aux problèmes du développement national. Ça, c'est la portée générale. Très bien. Donc ça, vous venez donc de nous, en tout cas, de passer rapidement sur des aspects de la portée générale de cette loi. Oui. Mais est-ce qu'on peut revenir maintenant sur quelques dispositions clés, n'est-ce pas, dispositions clés de cette loi, en termes d'articles clés, etc. Si nous prenons le titre premier, disposition générale, article premier, l'éducation nationale au sens de la présente loi tend à préparer les conditions d'un développement intégral assumé par la nation tout entière. Elle a pour but de former des hommes et des femmes capables de travailler efficacement à la contribution du pays, à la construction du pays. Elle porte un intérêt particulier aux problèmes économiques, sociaux et culturels rencontrés par le Sénégal dans son effort de développement, et elle garde un souci constant de mettre des formations qu'elle dispense en relation avec ces problèmes, bon, ainsi de suite. Donc, en article 2, alinéa 2 de l'article 1er, nous avons promouvoir les valeurs dans lesquelles la nation se reconnaît et l'éducation pour la liberté, la démocratie, le pluralisme, le respect des droits de l'homme, dans le développement du... Voilà donc, c'est à peu près comme... Parmi les dispositions clés, cette loi, et la loi, l'article par exemple 4, que dit l'article 4? L'article 4, c'est l'article qui introduit l'éducation religieuse. L'éducation nationale est laïque. Elle respecte et garantit à tous les niveaux la liberté de conscience des citoyens.
au sein des établissements publics et privés d'enseignement, dans le respect du principe de laïcité de l'État, une éducation religieuse optionnelle peut être proposée. Les parents choisissent librement d'inscrire ou non leurs enfants à cet enseignement. Donc l'éducation religieuse est optionnelle. Et ça, c'est à partir de la loi 2004. Nous reviendrons un peu sur cet aspect-là, Oui. parce que maintenant, de l'optionnel, on rend ça obligatoire apparemment. En 2004. En 2004, non pas obligatoirement, on a dit religieuse. On a dit option. Quand 2004 aussi reprend la même chose, l'option, optionnelle. Oui, optionnelle. Très bien. C'est la loi de 2004. Et pourtant, qui précise que, parce qu'on a vu dans la loi 36, on avait parlé d'enseignement religieux à introduire, introduction. Mais ici, c'est clairement dit que ça doit être réalisé. Et l'État parle plutôt d'éducation religieuse. Mais d'enseignement religieux. Très bien. Et d'enseignement arabe et religieux. Je crois que ça a été un peu la bataille de ce que je disais, hein, de clergés à la fois chrétiens et musulmans. Il fallait introduire, n'est-ce pas, cette dimension d'éducation religieuse. Oui. Même si on sait que pour ce qui est du public, par exemple pour le catéchisme, l'État quand même a été un peu réticent et qu'on avait quand même permis aux privés de le faire, n'est-ce pas, au niveau de nos établissements. Oui, dans les établissements où l'éducation confessionnelle est de mise, dans ces établissements, le catéchisme est enseigné, donc la religion avait sa place. Ça, c'est confessionnel, c'est comme les autres. Je crois que c'était juste une précision. Oui. Maintenant, vous, en tant que gardien de la norme pédagogique, quelle innovation pédagogique la loi 91-22 a-t-elle introduite et comment les appréciez-vous? On est passé donc de quelle approche à telle approche? Éclairez-nous un peu. Oui, la loi 91, ce n'est pas tellement dans la loi que la méthode a été évoquée, déclarée ou retenue, mais les circonstances de développement de la psychopédagogie et de développement des approches et méthodes au niveau des centres de formation ailleurs ont montré qu'il était temps de revoir un peu cette méthode traditionnelle consistant à s'intéresser plutôt au contenu qu'à interroger les objectifs. Il fallait donc partir de ce qu'on attend des élèves à la suite de telle ou telle activité. Et si c'est cerné, c'est sûr que la démarche sera facile. Alors c'est à partir de ce moment que les objectifs, l'entrée par les objectifs, la PPO, la pédagogie par objectif a été appliquée, mais après, peut-être, je ne sais pas à quel niveau, on va revenir, mais avec le travail du PDRH, on était très proche de ce qu'on appelle la pédagogie par l'entrée par les compétences. Mais je ne sais pas si c'est un problème qu'on va évoquer ici. Oui, il faut qu'on l'évoque parce que je crois que l'entrée par quel est son avantage, ses limites, ensuite comparativement par exemple à l'entrée par les contenus et par les compétences que nous aborderons prochainement. Donc l'approche par compétences a été suggérée
dans l'élaboration du curriculum de l'éducation de base. Et ça fait l'objet d'études, l'objet de conférences, de séminaires pour clarifier et montrer la différence qu'il y avait entre l'entrée par les objectifs et l'entrée par les compétences. Approche par compétences, disait-on, c'était pour mieux montrer la possibilité de l'intégration dans le travail qu'on fait avec les élèves. À partir d'un moment donné, on crée l'intégration, des points d'intégration pour mieux évaluer ce qu'on attend de l'élève. Bon, c'est des choses qu'on faisait peut-être sans le systématiser. Sans lui donner le nom que nous avons aujourd'hui. Mais je crois que si on prend comme compétence, intégration de compétences, le fait de retrouver un élève en train d'écrire une lettre à partir donc de ses connaissances, il mobilise des capacités, il mobilise tout un ensemble de capacités pour pouvoir écrire une lettre. S'il arrive à écrire la lettre en français, on dit qu'il y a eu intégration de plusieurs disciplines, de plusieurs domaines. Et bon, ça s'est toujours fait, mais c'est après maintenant que des théoriciens sont venus apprendre aux gens comment formuler des objectifs à partir de compétences attendues. Mais vous, en tant que, comme je dis, gardien de la norme pédagogique, souvent les enseignants sont un peu, j'allais dire en fait, pas en quoi... réticents? Pas réticents, mais sont même déjà, en fait, ils se perdent souvent. Oui. On dit entrer par les contenus, par les objectifs, maintenant on dit entrer par les compétences, la PC. Donc on me dit que c'est plus applicable dans l'éducation professionnelle que dans l'éducation formelle. Vous, quelle appréciation faites-vous de tout ce débat, quoi? Oui, je crois que ceux qui pensent que c'est plus applicable dans l'enseignement professionnel et technique ne se sont pas trompés. Parce que là, vraiment, c'est des compétences concrètes qu'on voit. Quand ça reste au plan théorique, tant que ça reste au plan théorique, ça pose des problèmes de compréhension au niveau des enseignants. D'autant qu'on n'avait pas fini de parler des objectifs. Il y en a même qui ne maîtrisaient pas la définition d'objectifs. Les objectifs et comment formuler des objectifs depuis les objectifs généraux aux objectifs spécifiques, opératoires et consorts. Ça a posé des problèmes. Et maintenant, on dit les compétences et ça a créé ça a créé beaucoup de difficultés. Vous avez raison. Les compétences ne sont pas maîtrisées. L'approche par compétences n'est pas maîtrisée au niveau du système, tout simplement. Même au niveau de l'encadrement. Et ça pose donc des problèmes. Et quelle est la solution? Bon, la solution, c'est d'affronter les difficultés et de simplifier certaines choses parce que, en général, c'est une théorie avec un vocabulaire, peut-être un lexique nouveau pour eux. Mais si on leur dit que ça, vous l'avez fait pendant longtemps, c'est maintenant qu'on lui donne le nom de compétence. Bon, et on leur montre qu'il s'agit tout simplement de s'interroger sur ce qu'on doit pouvoir faire après avoir suivi tel ou tel enseignement, telle ou telle formation,
ce qu'on est capable de faire. Donc, on part des capacités et on explique qu'un certain nombre de capacités donnent ce qu'on appelle compétences. Oui, mais donc on dit tout simplement, hein, pour peut-être jeter une pierre, c'est parce que tout simplement c'est l'influence de la coopération canadienne avec ses financements qui viennent alors un peu bouleverser toutes ces théories-là, quoi. Oui, il y a eu l'accompagnement canadien, il y avait également l'accompagnement français, hein, avec le CEPEC de Lyon. On a vu qu'ils avaient une démarche, une approche par compétence dans leur formation. Et après le livret programme, des gens sont allés à Lyon pour suivre ce qu'était l'application de l'approche par compétence. Ils sont revenus et ils nous ont expliqué beaucoup de choses, mais ça n'a pas tellement bougé. Absolument. Alors, les Canadiens aussi avaient leur démarche. Ils ont accompagné pendant un certain temps. Il y avait même une sorte de conflit de compétences, pour ne pas, oui, ou bien conflit d'intérêts au niveau de la coopération. Et le choix n'a pas été très catégorique. Très bien. Oui, oui. Oui, la particularité de cette loi 91-22, c'est l'absence de décret d'application. Est-ce une anomalie ou bien c'était aussi une esquive pour le régime de Diouf de ne pas prendre d'engagement parce que, bon, de toutes les façons, on sortait de politique d'ajustement structurel avec l'austérité qui faisait que les moyens aussi pouvaient faire défaut. C'est ça l'explication. Au-delà maintenant, oui, peut-être d'autres raisons, quoi. Oui, l'école nouvelle, comme on a dit, qui devait sortir qui est le slogan sorti des travaux. Le bébé né, quoi. Oui, le bébé né des travaux des États généraux. Des États généraux coûtait cher. Oui, on a estimé l'application à des sommes faramineuses. Mais je dis qu'un État doit se donner les moyens. Doit se donner les moyens et doit peut-être multiplier ses formes de coopération pour arriver à appliquer, à concrétiser des décisions prises après tant d'années de réflexion. Donc je crois que le décret d'application a tardé. Je ne peux pas, jusqu'ici, moi, je ne peux pas dire pourquoi. Ce qui est sûr, c'est que les syndicats n'ont pas, à mon avis, fait la pression qu'on attendait pour qu'il y ait décret d'application. Parce qu'une loi votée, promulguée, pour l'appliquer, il faut un décret. Et on peut dire que jusqu'ici, on a géré l'illégalité ou l'illicite parce qu'on a créé beaucoup de choses en se référant au décret 36, qui est toujours en cours. Oui, 36, au décret 79-11-65, qui était le décret d'application de la loi 111-36. Donc là, il y a eu vice de forme, il y a eu des problèmes. Très bien. En quoi c'est une loi, selon le langage des juristes, une loi non applicable, auto-applicable. Parce qu'il y a des lois auto-applicables. Par exemple, pour ce qui est de la loi pénale, ça c'est applicable. Maintenant, un peu avant d'arriver à notre mot de la fin, vous avez tout à l'heure parlé des syndicats, un peu leur peut-être inertie. Et donc on disait que cette absence de présence des syndicats était liée au fait qu'ils craignaient en fait la privatisation de l'éducation. Qu'en est-il avant vraiment votre mot de la fin? Oui, la privatisation de l'éducation. Pourtant, les États généraux avaient demandé d'aller vers l'élimination. Un dépérissement. Oui,
De l'éducation privée, de l'enseignement privé. De l'enseignement privé. Oui, oui, parce que c'est une des contradictions d'ailleurs. Oui, oui. Parce que dans la loi 71, on a dit encourager l'initiative privée, encadrer et accompagner l'initiative privée. Mais dans la réforme, parmi les recommandations, quand j'ai jeté un coup d'œil hier sur cette brochure, ce fameux document que tout le monde cherchait depuis quelque temps, moi je l'ai retrouvé dans mes archives, l'école nouvelle, j'ai vu que parmi les recommandations, il y avait... une recommandation forte, le dépérissement. Oui, pour aller vers le dépérissement de l'éducation privée. Donc, normalement, il ne devait pas avoir peur, les enseignants, de la privatisation. Bien, qu'est-ce que vous appelez privé? Oui, non, ça dit que, peut-être on va revenir ça lors de notre dernier entretien, parce Oui. qu'on voit que tout de même, l'éducation est devenue un enjeu commercial. L'éducation, dans tous les pays du monde, notamment dans nos pays. En tout cas, déjà, c'est même inquiétant quelque part. Mais nous allons y revenir. Je crois qu'à nos téléspectateurs, nous promettons d'y revenir. Maintenant, quel est votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est des remerciements. Je vous remercie de m'avoir invité pour la deuxième fois et vous m'avez permis de revenir un peu sur cette fameuse loi 91-22. Je vous remercie également pour m'avoir permis d'évoquer un peu, à ce jour d'anniversaire de la bataille syndicale, 13 mai 80, d'évoquer un peu rapidement ce qui s'est passé en 1980. Je remercie également au passage le directeur de RTS, M. Massamba Thiam, qui m'a reçu ce matin et m'a vraiment fait beaucoup d'honneur. Je remercie tout le personnel de la DRTS. Je ne pourrais pas finir sans remercier mes patrons, le directeur, le doyen de la FASTEF, le professeur Moustapha Sorna, et la doyenne de l'IGEF, Madame Lena Sen. Je remercie au passage tous mes collègues IGEF, et vraiment c'est pour dire que nous avons fait une discussion, des échanges autour de problèmes éducatifs, et on continuera certainement la prochaine fois. Très bien, je crois qu'au-delà même de votre personne, nous continuerons avec vos autres collègues. Je crois que, comme nous l'avons dit, cette antenne-là est ouverte aussi à tous les sachants de tous bords, notamment ceux de l'éducation. Je crois que l'éducation quand même nationale a besoin d'être encore davantage explicitée aux Sénégalais. Chers téléspectateurs de Canal Éducation, ça a été un réel plaisir d'échanger. Cette fois-ci, vraiment, on a un peu secoué le doyen sur des questions peut-être sensibles, les questions liées alors aux approches et autres. Alors, et sans détour, et sans esquive, véritablement, je crois qu'il a donné vraiment des débuts de réponse. Donc, d'ici là, nous vous prions de suivre les programmes de Canal Éducation et à très bientôt. Merci. Merci.